Des rapports indiquent que les Marines américains et les parachutistes sont déjà en mouvement vers le golfe Persique. Cela a commencé par une série de frappes aériennes appelée Opération Epic Fury. Mais maintenant, cela semble de plus en plus mener à la possibilité d'une opération terrestre. Selon The Telegraph, les États-Unis ont envoyé environ 2000 soldats de la d'élite 82e division aéroportée vers le Golfe. Ils sont déjà en route et prêts à intervenir au cas où les négociations avec l'Iran échoueraient. Ils sont accompagnés d'un nombre presque équivalent de Marines américains provenant de la 31e unité expéditionnaire des Marines et de la 11e unité expéditionnaire des Marines. L'une de ces unités devrait arriver dans le Golfe Persique vers la fin du mois de mars. Ces unités sont entraînées aux opérations terrestres. Souvent, ils sont envoyés les premiers lors d'une invasion terrestre. C'était déjà leur rôle auparavant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Actuellement, on estime à plus de 6000 le nombre de soldats d'élite positionnés près de Téhéran. À cause de cela, les signes d'un possible déploiement de troupes au sol se multiplient. Si cela se produit, cela entraînera un grand changement dans la situation de l'Iran. Et il semble que leur gouvernement en soit conscient. C'est pourquoi dès maintenant, on peut déjà voir des signes de préparation ainsi que d'inquiétude. L'un des exemples les plus clairs est l'île de Karg. Selon The Jerusalem Post et CNN, l'Iran se dépêche de renforcer l'île. Il y a des rapports selon lesquels ils installent des pièges dans différentes parties de l'île, et ils amènent des soldats supplémentaires ainsi que des systèmes de défense aérienne. Cette île joue un rôle clé dans les exportations de pétrole iranien. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est importante pour leur économie et pour la continuité de leur gouvernement. De ce fait, il devient clair qu'en cas d'opération terrestre, l'île de Karg serait l'une des premières cibles potentielles. Les actions de l'Iran montrent qu'ils sont prêts à se battre pour elle, car ils savent à quel point elle est importante. Selon CNN, près de 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent par l'île de Karg. C'est donc clair pourquoi ils se préparent autant pour la protéger. Si le contrôle de l'île est perdu, le flux d'argent provenant du pétrole s'arrêtera. Et la situation deviendra également plus dangereuse dans le détroit d'Ormuz. L'une des mesures prises par l'Iran consiste à placer des mines autour de l'île. Cela inclut des mines anti-chars et anti-personnel. Selon le rapport, elles sont placées surtout sur les côtes où les forces américaines pourraient débarquer. Le but est de ralentir ou d'empêcher tout débarquement amphibie. Mais il y a un gros problème. De nombreuses anciennes installations militaires sur l'île ont déjà été détruites par les frappes aériennes américaines. Ce que l'on voit maintenant, c'est comme une réparation rapide et l'ajout de défense dans un endroit déjà fortement endommagé. Le 13 mars, selon Donald Trump, les installations militaires sur l'île ont été totalement anéanties. Parmi ce qui a été détruit, il y a des bunkers de stockage de missiles et des endroits où étaient entreposées des mines navales. Ceux-ci auraient été importants s'ils voulaient défendre l'île. Pour contrer un débarquement des forces américaines, ces installations auraient été cruciales. Les systèmes de défense aérienne, le hangar à hélicoptères et la tour de contrôle de l'aéroport ont aussi été touchés. Ce type d'attaque a clairement été mené pour affaiblir la capacité de l'Iran sur l'île. Cela pourrait servir de préparation en cas de déploiement de troupes américaines dans la région, mais ce n'est pas la seule éventualité. Il existe d'autres façons dont les États-Unis pourraient agir et nous en parlerons plus tard. Mais même maintenant, on peut déjà voir la pression sur l'Iran. Surtout dans les discussions concernant une possible négociation qui mettrait fin à l'opération Epic Fury. Il n'est pas encore clair s'il y a vraiment des négociations en cours. Les États-Unis disent qu'il y en a. Mais selon l'Iran, c'est comme si les États-Unis ne faisaient que parler à eux-mêmes. Il y a aussi des déclarations de l'Iran disant qu'ils n'ont pas l'intention de discuter pour l'instant. Cela semble faire partie de la tactique alors que les deux parties se préparent pour la prochaine étape. Mais derrière tout cela, il est évident que l'Iran s'inquiète que l'opération des États-Unis puisse atteindre un niveau supérieur. Et de l'autre côté, on peut aussi voir la frustration de Donald Trump alors que la situation s'éternise sans accord clair. Le 26 mars, Donald Trump a publié une déclaration sur Truth Social. Il a dit que le comportement des négociateurs iraniens était étrange et inhabituel. Selon lui, il semble supplier pour un accord, bien qu'il dise publiquement seulement examiner la proposition. Il a ajouté qu'il vaudrait mieux que l'Iran prenne la situation au sérieux sans attendre. Parce qu'une fois qu'une certaine limite est franchie, il n'y aura plus de retour en arrière et la situation deviendra encore plus chaotique. Le message est clair.
Et même si l'Iran essaie de montrer qu'il contrôle la situation, il y a des signes indiquant que c'est le contraire qui se passe. L'un de ces signes est le renforcement rapide de l'île de Karg, ce qui montre qu'il s'inquiète de ce qui pourrait arriver ensuite. Alors que plus de 6000 marines et parachutistes s'approchent, il n'est toujours pas certain où le premier coup sera réellement porté. L'île de Karg pourrait ne pas être la cible principale. Ce n'est qu'une des nombreuses façons d'attaquer. Un scénario se concentre non sur les installations pétrolières iraniennes, mais sur le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Si c'est la direction prise, l'île de Karg ne sera pas la priorité. À la place, les États-Unis se concentreront sur les zones côtières autour et sur une autre île qui est essentielle à la capacité de l'Iran à contrôler la région. Il y a une raison pour laquelle cela pourrait être choisi. Pour l'instant, le blocus de l'Iran a presque affecté une seule route, par laquelle passe environ 20% du pétrole mondial. Une grande partie de ce pétrole provient de pays qui ne sont pas alliés à l'Iran. On pense que des mines ont été placées sur les routes maritimes du détroit. À cause de cela, le prix du pétrole a augmenté jusqu'à environ $100 le baril. La méthode de l'Iran n'est pas une confrontation directe. Il n'envoie déjà pas de grands navires de guerre dans le détroit, car ils seraient facilement des cibles pour la puissance aérienne des États-Unis. À la place, ils utilisent des tactiques plus simples mais efficaces, qui sont plus difficiles à contrer immédiatement. Au lieu d'utiliser de grands navires de guerre, l'Iran utilise une combinaison de drones, de missiles anti-navires et de petites embarcations rapides. À cause de cela, il devient dangereux de traverser le détroit d'Ormuz, même pour les cargos qui avaient l'habitude d'y passer normalement. C'est là que le rôle des forces terrestres américaines entre en jeu. L'Iran possède une longue côte qui couvre presque toute la centaine de miles du détroit. Tout au long de cette côte, il y a des sites de lancement de missiles cachés et des ports improvisés qu'ils utilisent pour ce genre de tactique. Si les États-Unis agissent, ils pourraient envoyer des marines ou larguer des parachutistes pour contrôler ou détruire ces sites importants le long de la côte. Si l'Iran perd le contrôle de ces emplacements, il lui sera difficile de poursuivre le blocus. Après cela, il y a une autre cible possible. Il s'agit de Keshem, la plus grande île du golfe Persique, située juste à côté du détroit d'Ormuz. Elle mesure environ 130 km de long, soit environ 80,7 miles. À première vue, cela ne semble pas être une cible militaire, car elle est connue pour sa nature et sa faune. En 2007, l'Iran a même postulé pour que l'île soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il y a une autre histoire derrière cela. Selon The Telegraph, il y a des installations cachées sous l'île. Sous les grottes et les forêts, il existe ce qu'on appelle une ville souterraine de missiles, où sont stockées différentes armes. Cela inclut des missiles anti-navires utilisés pour cibler les navires dans le détroit, et il y aurait même des tunnels atteignant une profondeur de 1600 pieds. Cela signifie que Keshem n'est pas simplement une île ordinaire. C'est une partie importante de la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis mènent une opération terrestre ici, cela aiderait beaucoup à réduire ou à mettre complètement fin au blocus. Il est possible que cela commence par des frappes aériennes, puis l'envoi de parachutistes de la 82e division aéroportée. Leur objectif serait de contrôler les points stratégiques de l'île et d'entrer dans le réseau de tunnels où sont cachées les armes iraniennes. En combinant tout cela, les intentions possibles des États-Unis deviennent plus claires. L'assaut des marines sur les sites militaires côtiers pourrait être accompagné d'un soutien aérien, comme des passes de mitraillage d'A-10 au-dessus du détroit d'Ormuz. Avec ce genre de dispositif, la capacité de l'Iran à contrôler le détroit diminuerait progressivement, et il serait possible de rouvrir la voie maritime aux navires. C'est la première façon claire dont les États-Unis pourraient agir une fois qu'ils auraient rang des troupes au sol. Mais il existe une autre option dont le résultat est moins direct. Au lieu d'occuper des territoires, les États-Unis pourraient utiliser des forces spéciales pour des missions ciblées à l'intérieur même de l'Iran. L'objectif ici est de détruire des sites militaires importants ou de capturer des personnes clés au sein du système. Selon Ehud Alam, il est possible que les États-Unis mènent ce type d'opération, non pas pour rester longtemps dans un endroit, mais pour attaquer rapidement et se replier. Avec cette approche, les États-Unis se concentrent davantage sur l'affaiblissement des capacités de l'Iran que sur la prise de territoire. Il est possible de cibler les systèmes radars, les sites de missiles ou d'autres installations critiques. Il peut également y avoir des opérations pour capturer des hauts responsables si l'occasion se présente. Ce n'est pas un style nouveau pour les États-Unis.
Ils ont la capacité de mener ce genre d'opération même en plein cœur du territoire ennemi. Mais c'est une toute autre histoire si cela se passe en Iran, car la défense y est plus importante et mieux préparée que dans d'autres pays. Un autre point important, c'est que des unités comme la 82e division aéroportée ou les unités expéditionnaires des Marines ne sont pas vraiment conçues pour ce genre de mission. Ce type de mission convient mieux à des groupes plus petits et spécialisés, mais ils peuvent quand même aider, surtout pour cibler des zones avant que les frappes aériennes ne suivent. Dans l'ensemble, 2 directions claires se dessinent. Premièrement, prendre le contrôle direct des zones importantes, comme les zones côtières et les îles pour lever le blocus. Deuxièmement, utiliser des opérations rapides et ciblées pour affaiblir la capacité de l'Iran de l'intérieur. Et d'après les mouvements actuels, les 2 possibilités restent ouvertes alors que la tension continue de monter dans la région. Lors des opérations précédentes, comme l'opération Fureur épique et l'opération Lion rugissant, il a été rapporté qu'Ali Khamenei a été tué dès le premier jour des combats. Après cela, de nombreuses autres figures militaires et politiques de l'Iran ont disparu dans les jours qui ont suivi. On pense que si les États-Unis parviennent à capturer un leader important comme Mojtaba Khamenei, cela pourrait leur donner un avantage lors des négociations. Mais il n'est pas non plus certain de l'efficacité de cette stratégie. Il est possible que l'Iran continue simplement, même si la direction est divisée, comme c'est déjà le cas actuellement. C'est pourquoi les frappes ciblées sur les sites militaires sont une option plus réaliste que de capturer les dirigeants. Et c'est là qu'entre en jeu la 3e option. La conversation revient encore une fois à Karg. L'île présente un avantage évident lorsqu'on parle d'une opération terrestre. Étant donné qu'elle est séparée du continent, il est plus facile de la contrôler par rapport à une entrée directe en Iran. Ce type de terrain est idéal pour les unités expéditionnaires du corps des marines, ainsi que pour les parachutistes qui peuvent être largués dans des endroits stratégiques. En plus de cela, près de 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent par ici. Si les États-Unis contrôlent cette zone, l'économie du pays sera directement touchée. Cela peut être utilisé comme moyen de pression pour forcer l'Iran à lever le blocus du détroit d'Ormuz. Ou sinon affaiblir complètement leur capacité à continuer le combat. Selon Joseph Bottel, il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de soldats pour prendre l'île. On estime qu'environ 800 à 1000 soldats suffisent pour ce type d'opération. Cela signifie que même sans utiliser toute la force des unités envoyées, il est possible de prendre l'île de Karg. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il est plus facile de prendre une île que de la conserver. Elle se trouve tout près des côtes iraniennes, à environ 20 miles de distance. De ce fait, elle reste vulnérable aux missiles et autres attaques du continent. Si les États-Unis la prennent, ils subiront aussi des contre-attaques iraniennes continues. Et c'est là le véritable défi dans ce genre d'opération. Selon The Atlantic, il y a un sérieux problème avec l'emplacement de l'île de Karg. Elle est assez proche du continent iranien, tandis que la base américaine la plus proche se trouve à environ 140 miles de là. Cela signifie que si les États-Unis parviennent à prendre l'île, ils se retrouveront dans une situation où ils devront la défendre tout en subissant des attaques continues de l'Iran. Le ravitaillement ne sera pas non plus facile. Chaque livraison de ravitaillement comporte un risque en raison des drones et des missiles qui peuvent attaquer à tout moment. Le soutien ne sera pas non plus rapide à cause de la distance, mais même si la situation est aussi difficile, il existe encore des moyens de la gérer. Par exemple, les États-Unis peuvent mettre en place leur propre blocus autour de l'île et apporter suffisamment de systèmes de défense aérienne pour la protéger autant que possible. S'ils y parviennent, le risque en vaudra la peine. Si le flux de revenus provenant des exportations de pétrole est interrompu, la capacité de l'Iran à financer ses propres opérations sera directement affectée. Même le corps des gardiens de la révolution islamique serait affecté. S'ils perdent leur principale source de revenus, ils seront directement touchés. Même si cela semble être l'option la plus directe, il existe une autre possibilité, plus difficile. Il s'agit d'entrer directement en Iran pour s'emparer de son uranium enrichi. Parmi les 4 options, c'est la plus compliquée. Cela nécessite des forces spéciales qui devront pénétrer profondément dans le pays pour prendre le contrôle des bunkers souterrains où l'uranium est stocké. Ce n'est pas simplement un raid. Ils doivent prendre le contrôle de l'endroit et le tenir contre une éventuelle contre-attaque. Selon Joseph Bottel, des endroits comme Ispahan et Natanz se trouvent à des centaines de kilomètres à l'intérieur de l'Iran. La plupart de ces endroits sont aussi des zones ouvertes, sans presque aucune protection naturelle. Pour contrôler un tel site, il pourrait falloir entre 1000 et 4000 soldats. Il faut aussi des ingénieurs et des spécialistes pour récupérer l'uranium en toute sécurité.
Et comme pour la question de capturer les chefs, il n'est pas certain non plus que des unités comme les marines et les parachutistes soient les plus adaptées pour ce type d'opération. En d'autres termes, plus le niveau de la cible augmente, plus l'opération devient compliquée et plus les risques à affronter sont grands. Ce genre de mission semble vraiment destiné à des unités spéciales comme la Delta Force ou les Navy Seals. Il est possible qu'il y ait un soutien des Marines et des parachutistes, mais on n'est pas non plus sûr des mouvements exacts derrière les informations. Il est possible qu'il y ait déjà des unités en action sans que les participants à la réunion le sachent. Les déploiements visibles actuellement peuvent n'être qu'une démonstration de force, tandis que d'autres opérations plus secrètes sont préparées pour des missions plus complexes que les forces terrestres régulières ne peuvent pas accomplir. Si c'est la direction que les États-Unis vont prendre, le risque est élevé, mais la récompense potentielle l'est aussi. L'une des principales raisons de l'opération Epic Fury est le programme nucléaire de l'Iran. Bien qu'ils affirment ne pas posséder d'armes nucléaires, il est clair qu'ils progressent vers la capacité d'en fabriquer une. Selon le Center for Arms Control and Non-Proliferation, l'Iran possède un stock de 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium enrichi jusqu'à 60% de l'isotope U-235. C'est le type d'uranium utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Plus inquiétant encore, selon la même source, 99% du processus aurait déjà été accompli pour atteindre les 90% d'enrichissement nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Cela signifie que même s'ils n'ont pas encore de bombes réelles, ils sont déjà proches du point où ils pourront en fabriquer une. À cause de cela, il est possible que l'un des objectifs des États-Unis soit d'entrer en Iran pour récupérer ou éliminer cet uranium. Mais ce n'est pas une opération rapide. Il faut plusieurs jours pour sécuriser, préparer et extraire l'uranium. Et pendant ce temps, les soldats doivent aussi protéger cet uranium contre une contre-attaque de l'Iran. Dans les 4 scénarios possibles, chacun a la capacité de changer le cours du combat. Chacun vise à priver l'Iran de la capacité de poursuivre le combat, que ce soit par la perte du contrôle du pétrole ou par la perte d'accès aux matériaux nucléaires. Et quel que soit le choix, il est clair que la prochaine étape impliquera une opération majeure, avec des répercussions non seulement pour l'Iran, mais aussi pour l'ensemble de la situation de l'opération Fureur épique. Si le contrôle de l'île de Karg est perdu, l'Iran perdra également sa principale source de revenus provenant du pétrole. Si les États-Unis établissent une présence dans le détroit d'Ormuz et sur l'île de Keshm, l'Iran aura du mal à poursuivre son blocus. Si certains dirigeants sont capturés, les États-Unis auront plus de poids lors des négociations. Et si l'uranium enrichi de l'Iran disparaissait, avec la destruction des centrifugeuses et autres équipements essentiels. Lorsque des installations seront touchées, et si l'on combine tous ces effets, cela pourrait pousser l'Iran vers un grand changement de gouvernement. Selon Doran Campbell, lors d'une interview avec CBN News, il est si possible que certains généraux du corps des gardiens de la révolution islamique ne soient plus satisfaits et puissent faire défection. Il ajoute qu'il est possible qu'il y ait des agents des États-Unis et d'Israël qui travaillent secrètement pour encourager ce genre de défection. Selon lui, lorsque le bon moment viendra et que les gardiens de la révolution s'affaibliront, les généraux pourront s'unir, entrer en contact avec les agents du Mossad et de la CIA et lancer un mouvement plus important depuis l'intérieur même de l'Iran. L'arrivée des troupes américaines pourrait être un tournant pour que cela se produise. Si cela se produit, l'Iran ne sera pas seulement confronté à une simple perte de contrôle sur certaines parties importantes. Cela pourrait même aller jusqu'à la perte du pouvoir lui-même. Dans l'ensemble, il est clair que toute action choisie par les États-Unis aura un impact majeur. Et au vu de l'évolution des événements, il semble que la situation se dirige vers une grande opération terrestre qui pourrait changer complètement le cours du conflit. Et c'est ici que l'on comprend plus clairement pourquoi cette situation n'est pas simplement une opération militaire. Il ne s'agit pas seulement de prendre une île ou de détruire quelques sites de missiles. Il y a beaucoup plus en jeu. Si une opération terrestre a vraiment lieu, ce n'est pas seulement l'Iran qui sera affecté. Toute la région pourrait être entraînée. Le détroit d'Ormuz est l'un des passages pétroliers les plus importants au monde. Si ce passage fermait ou devenait dangereux, le prix du pétrole augmenterait et cela se ressentirait au Moyen-Orient et ailleurs. Cela signifie que l'impact de chaque mouvement ne se limite pas seulement au champ de bataille. Cela touche l'économie, l'approvisionnement en énergie et la vie quotidienne des gens, même loin de la guerre. D'un autre côté, il y a une autre chose à considérer. Toutes les opérations ne sont pas identiques.
Il y a des plans où l'on entre rapidement, on attaque, puis on sort. Mais il y a aussi des plans qui nécessitent de rester dans un endroit. Et c'est là que la situation devient plus compliquée. Il est plus facile d'entrer que de rester. Lorsque les forces américaines entrent et atteignent un objectif, le combat ne s'arrête pas là. Ils doivent encore s'assurer que l'Iran ne puisse pas le reprendre. Et dans un pays vaste, bien armé et capable d'attaquer depuis différentes directions, ce n'est pas une tâche simple. C'est là que la véritable question se pose. La question n'est pas de savoir si l'Iran peut être envahi, mais si le contrôle peut être maintenu ensuite. Et plus le temps passe, plus chaque décision devient coûteuse. Chaque étape comporte un risque. Chaque cible peut entraîner une réponse possible de l'autre camp. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de solution rapide. Quel que soit le choix, envahir l'île, contrôler le détroit ou cibler à l'intérieur du pays, tout comporte des risques. Mais une chose est claire, ce n'est plus une simple tension, ce n'est plus une simple démonstration de force. Cela avance progressivement vers le point où il faudra choisir jusqu'où aller pour la prochaine étape. Et quand ce moment arrivera, ce ne sera plus seulement un affrontement entre deux pays, ce sera un conflit qui se fera sentir dans le monde entier. Et à mesure que les forces se rapprochent et que les cibles potentielles deviennent plus claires, il y a une autre chose qu'on ne peut pas ignorer. La guerre ne se mesure pas toujours au nombre de soldats ou à la puissance des armes. Parfois, tout est une question de timing. Il s'agit de savoir quand agir et quand s'arrêter. Dans cette situation, les deux camps s'observent mutuellement. Les deux attendent de voir qui fera le premier pas irréversible. Parce qu'au moindre faux mouvement, le conflit peut vraiment s'aggraver. Et si le conflit s'aggrave, plus d'endroits seront touchés. Davantage de personnes seront affectées. Davantage de pays seront forcés de choisir un camp. C'est la raison pour laquelle, même si des soldats sont déjà positionnés, l'opération terrestre ne commence pas tout de suite. Ce n'est pas qu'ils en sont incapables, mais qu'ils connaissent l'ampleur de l'érosion. Chaque jour qui passe, la pression s'intensifie des deux côtés. Tant qu'aucune décision claire n'est prise, les préparatifs continuent. Et dans ce genre de tension, il suffit d'un petit événement pour que tout change. Une mauvaise interprétation des mouvements de l'adversaire. Une attaque inattendue. Ou une décision prise trop tôt. Quand cela arrive, il se peut qu'on ne puisse plus arrêter ce qui va suivre. C'est là que la part qui échappe au plan entre en jeu. Au final, ce n'est pas seulement la force qui décidera de ce qui va se passer, mais celui qui est le plus prêt à affronter les conséquences de sa prochaine action. Dans ce genre de situation, même le silence a une signification. Même s'il n'y a pas de coup de feu et pas de mouvement sur le terrain, cela ne veut pas dire que tout le monde est en sécurité. Parfois, la partie la plus dangereuse d'une guerre, c'est le moment où tout est saut silencieux, mais que les deux camps sont prêts à agir. Car derrière ce silence, des plans sont déjà préparés, des cibles sont déjà choisies, et des ordres n'attendent plus qu'à être donnés. Et quand ce moment arrive, tout se passe très vite. Il n'y a pas de long avertissement, pas assez de temps pour reculer. Alors, tant qu'il n'y a pas encore de première étape claire, le monde entier reste en alerte. Il attend de voir qui fera le premier mouvement et quelles en seront les conséquences. Ceci.